Nous allons attaquer rapidement les sujets de regard croisés. Toutes nos excuses donc pour le retard. On va évoquer le Mali où Ibeka tend la main à l'opposition. Nous irons au Cameroun. Dans la perspective de la présidentielle, l'opposition est divisée face à Paul Biya. La Sierra Leone, le président Julius Maada Bio qui lance le programme d'enseignement gratuit. Et puis le Togo, l'annonce de la révision du fichier électoral, la C14, prise au dépourvu. Ce sera une question. Je reçois sur le plateau pour débuter Horus Donkovi, activiste panafricain. Bonsoir Horus. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Et Francisco Napokura, journaliste freelance, bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs. C'est bon retour, c'est oui, ça fait longtemps. Déjà 8 mois, c'est beaucoup. Voilà. Ça fait plaisir de vous retrouver. On va tout de suite au Mali pour commencer. Le président malien sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, officiellement vainqueur de la présidentielle, a tendu la main à l'opposition pour son deuxième mandat à partir de septembre, dans un pays toujours confronté à la menace djihadiste malgré 5 années d'intervention militaire. Alors, on sait qu'Ibeka a gagné la présidentielle avec 67,16% des voix devant Soumaïla Cissé, son principal challenger, ancien ministre des Finances, qui recueille lui 32,84%. Finalement, Francisco Napokura, Ibeka n'avait pas le choix, il ne pouvait que tendre la main. Oui, c'est tout à fait normal quand on gagne une élection, disons pour son second mandat, où il n'a plus rien à perdre, parce que je pense que le Mali est résolument rentré dans cette histoire d'alternance ou au plus 2 mandats. Donc, tout ce qu'il peut faire, et surtout dans un pays où il y a la violence, la guerre, disons, et partout, et il est de bon ton également qu'il puisse lancer cet appel à ses adversaires d'hier, parce qu'ils ne sont plus en tant que tels des adversaires. Mais là, je pense que pour Soumaïla Cissé, qui est ce monsieur de l'UEMOA, il était à l'UEMOA, il a beaucoup fait pour son pays. Quand il était à l'UEMOA, lorsqu'il y a un projet, même si ce n'est pas pour les autres pays, après le Sénégal, c'est toujours pour les projets pilotes, ils en ont suffisamment fait. Ils pensaient automatiquement qu'il allait avoir la récompense, mais 2 mandats sont passés déjà. Bon, donc, en fait, je crois que Soumaïla Cissé, avec tout ce qu'il a comme potentiel, elle peut encore, disons, accepter cette main tendue puisque la guerre n'existe plus, et de voir ensemble ce qu'il peut faire pour le Mali, surtout pacifier le Mali, parce que c'est pas facile, les attaques à tout moment et autres. Et donc, moi, je pense que cette main tendue, elle est bienvenue encore après le combat, et donc pour que Mali soit totalement reconstruit dans la paix. La main tendue d'Ibeka, c'est un peu forcé parce que de toute façon il a gagné, mais la contestation est toujours là. Bon, alors la contestation est toujours là, mais la Cour constitutionnelle a apparemment avalisé les résultats. Donc je doute qu'on en vienne à un conflit violent. Je pense qu'il y a contestation. Ce qui serait intéressant peut-être dans le parcours de l'élection présidentielle, c'est de relever tous les manquements qu'il y a eu et de les corriger pour les prochaines prochaines échéances. Je pense que ça doit être une mécanique qui doit être comment dirais-je, doit être mise en place. Oui, non pas être mise en place, mais qui doit être améliorée. C'est ça le terme. Qui doit être améliorée avec le temps pour arriver à des élections qui ne soient pas contestées. Maintenant, en ce qui concerne Soumaïla Cissé, je pense que stratégiquement, on l'a eu à l'usure. Il était le leader de l'opposition pour les élections passées. Bon, on ne l'a pas senti très présent au cours du mandat d'Ibeka, et je pense que il a un peu présumé de l'aura qu'il aurait quand il allait revenir. Malheureusement, cela ne s'est pas fait. Je me dis, actuellement, il y a plusieurs pays démocratiques qui ont montré l'exemple. On a eu des candidats qui sont venus 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est la 3e fois qu'ils ont réussi à prendre le pouvoir. Mais bon, je pense qu'il a encore, il peut revenir dans 4 ou 5 ans. Il n'y a pas de problème. Maintenant, je pense 73 ans dans 5 ans. Mais... bon, peut-être est-ce la raison pour laquelle il s'active aussi autant, mais je pense que comment dirais-je,
oui, le président Ibeka tend une main, libre à lui de la serrer ou de ne pas la serrer, mais je pense que le Mali, en tant que tel, lui, a besoin de stabilité, ne serait-ce que pour régler les problèmes internes qu'il a et, disons, résister à un certain nombre de convoitises dont il fait l'objet. Francisco, cette main tendue, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans? C'est-à-dire, il veut que Soumaïla Cissé soit ministre, un partage de pouvoir, quelque chose comme ça? Non, pas un partage de pouvoir, puisque Ibeka a son parti. Et bien sûr que c'est un monsieur qui a tendance à avoir plusieurs premiers ministres. Donc, en 5 ans, peut-être 5 premiers. Voilà, beaucoup de premiers ministres. Et donc, ce que moi, je pense, il faut que si, après 73 ans, ça lui permet à Soumaïla, s'il peut encore, si les tests le prévoient, qu'il puisse passer encore, naturellement, puisque Ibeka lui-même, il a 73 ans actuellement. Voilà, s'il peut aller encore, qu'il se prépare, qu'il soit maintenant plus proche du peuple. Parce que, bien sûr, il y a l'insécurité qui plane toujours sur le Mali, mais il y a des points déterminants. On y prend économique, Ibeka a fait un boulot, et même la relance de l'agriculture que d'autres peinent à faire, ils arrivent à le faire dans ce désert et puis dans ces conditions. Et donc, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et si Soumaïla Cissé rentre et se met être proche du peuple, il ne faut pas se dire que je suis un technocrate, je dois être toujours dans les 4 avions. Il faut être proche du peuple et pouvoir bénéficier peut-être d'une passation, disons, en douce, parce que il peut arriver, parce que là où il est déjà 37%, il est un ancien, il peut toujours quelque chose pour le Mali. Il doit être proche, pas forcément être dans la gouvernance directe, mais il peut jouer les missions pour la République, étant donné son carnet d'adresse, et donc qui peuvent être bénéfiques pour lui à terme. Donc moi, c'est ce que je pense pour un Mali réconcilié en paix. Alors, ça veut dire que Soumaïla Cissé n'a pas forcément à travailler avec Ibeka pour les 5 prochaines années? Non, pas forcément si il ne partage pas la politique qu'il défend. Parce que c'est un peu ça. C'est des programmes qui sont établis et c'est le peuple qui décide d'avaliser un programme. Donc s'il ne se reconnaît pas dans la démarche d'Ibeka, il peut éventuellement féliciter le vainqueur, mais ne pas participer à sa politique tout simplement parce qu'il ne se retrouve pas. Mais en lui tendant la main, qu'est-ce que Ibeka est en train de lui proposer? De se calmer? Oui, en réalité, de se calmer, de ne pas susciter de violence dans un pays qui en a déjà. Donc, je pense que c'est une marque de fair play. C'est appelé au fair play. Voilà, vu que Soumaïla Cissé, à un moment, a appelé à un certain nombre de manifestations. Voilà, donc c'est une certaine manière, de lui couper l'herbe sous le pied. Maintenant, comme je dis, oui, Soumaïla Cissé peut éventuellement le féliciter. Il a gagné. On a vu d'autres opposants qui ne se sont pas prononcés sur la victoire d'Ibeka sans pour autant appeler, comment dirais-je, aux gens à manifester. Alors, je pense que Soumaïla Cissé aussi devrait un peu, revoir son programme et revoir son leadership, d'autant plus que au second tour, il n'a pas eu le soutien des autres candidats. Il aurait pu avoir le soutien des autres candidats, mais s'il ne l'a pas, c'est que justement, dans les bases de l'opposition, il y a un problème. C'est quelqu'un qui est contesté. Il n'y avait pas autant de contestation il y a de cela 4 ou 5 ans, où on sentait quand même un bloc derrière lui. Alors, je pense que d'une certaine manière, ce qui doit effrayer Soumaïla Cissé, c'est qu'au fur et à mesure que sa base s'effrite, rien ne prouve qu'il aura autant d'envergure aux prochaines échéances que maintenant. Donc maintenant, peut-être le petit mot que je rajouterais, c'est que vous l'avez souligné, on a des gens qui ont 60, qui ont 70 ans. Effectivement, oui, je pense qu'il est intéressant qu'il puisse faire des choses pour le pays, mais je pense qu'aussi qu'il serait temps qu'on laisse qu'il passe la main, qu'on ait une nouvelle classe de dirigeants, on ait des partis politiques qui se renouvellent avec de nouvelles optiques, de nouvelles propositions et tout. Je pense qu'à un moment, pour des États africains qui sont majoritairement jeunes, il faut à un moment faire le choix de laisser la place à une nouvelle génération. Encore faut-il, Francisco, que cette nouvelle génération s'intéresse aux affaires publiques et ait aussi autant de poigne que ceux qui sont devant.
Oui, ben ce n'est pas un hasard. Tout ça là se forme. Quels sont ces partis politiques d'Afrique et qui ont ce genre de culture de transmission et disons à la nouvelle génération? C'est rare. Donc c'est déjà une problématique où on n'est pas très tôt intéressé à la politique, et c'est aller à l'école et puis bon, aller chercher de l'argent. Donc quand ça tombe comme ça, c'est difficile à gérer. Et puis moi, ce qu'il y a de positif que je vois, malgré le fait que certains leaders religieux ont appelé à ne pas voter Ibeka, mais ça n'a pas marché dans un pays où souvent la dominance du religieux, des chefs religieux est très forte. Ça veut dire que, comme je l'ai dit, sur le plan économique, il a pu faire quelque chose de significatif. Parce que c'est là où se regroupent souvent les temples religieux, c'est là où se retrouvent les gens, parce qu'il n'y a pas du travail, il y a la famine, tout ça. Donc voilà un point positif que le Mali doit maintenir, tout en continuant avec l'aide de l'Europe pour la sécurité, parce que si la Libye n'est pas stabilisée, le Mali ne pourra rien. Donc c'est ça. Donc voilà cette génération que nous sommes, nous-mêmes qui sommes ici, on n'est pas tellement intéressés par la politique. On a vu comment les gens ont fini parce qu'ils se sont déclarés politiciens. Donc personne n'ose en tant que tel fondamental à se lancer pour dire qu'il est en train de faire la politique, puisque il n'y a même pas de structure dans les partis qui, n'est-ce pas, forment à la chose. Voilà. Alors, ça veut dire, vous l'appelez si bien à passer la main, mais c'est pas si évident. Non, en fait, ce n'est pas que c'est évident, c'est que ça vient de germes profonds. Je vais donner un exemple que je pense que les gens touchent du doigt quotidiennement. Je vais donner... Par exemple, au Togo, par exemple, on a le droit de vote à 18 ans. Dans la plupart des pays, on a le droit de vote à 18 ans. Alors, il est étonnant qu'on puisse donner le droit de vote à la jeunesse à 18 ans, alors que, bien avant, elle ne s'imprègne pas de la politique, de la gestion, des structures de son propre pays. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, par conséquent, on ne peut pas écarter tout un pan de la jeunesse, la mettre en marge ou lui faire signifier qu'elle est en marge des choses de l'État, et après chaque 5 ans venir lui réclamer qu'elle vienne voter. Là par exemple dans le cas du Togo, à un moment on va rafraîchir la liste électorale, et ce sont ces jeunes là qui on va demander d'aller voter, mais on leur demande d'aller voter sans pour autant dans le processus éducatif, sans pour autant leur avoir donné de quoi nourrir leur esprit critique. Et ça, ce sont des choses qui normalement se forgent dès la maternelle, dès le cours primaire, dans le relationnel entre l'élève et le maître, dans le relationnel entre l'élève et le professeur. Alors que justement au niveau de nos structures éducatives, on casse cela. Même dans les boulots, même dans les services, il est difficile pour un employé de dire son ressentir à son employeur ou d'aller contester un certain nombre de choses. Donc c'est compliqué. Disons, la complication vient justement du fait qu'on ne prépare pas nos enfants à avoir un avis critique, à avoir un rapport à la nation, à avoir... je donne un exemple. Je vais terminer peut-être sur cet exemple-là. En Afrique, on a regardé de loin le fils Sarkozy devenir député avec à peine la vingtaine. On a eu Marion Le Pen devenir député à peine la vingtaine. Sarkozy a été responsable de la jeunesse du RPR. Il avait à peine la vingtaine, il était étudiant. Comment se fait-il qu'en Afrique, on conçoive mal le fait qu'un enfant, disons, quand je ne dis pas un enfant, mais un jeune puisse ne serait-ce que réfléchir sur les problématiques qui le touchent quotidiennement, ne serait-ce que pour se nourrir, pour se vêtir, pour aller à l'école. Je donne un exemple. Pourquoi des lycéens n'en viendraient pas à essayer de comprendre pourquoi il n'y a pas de bibliothèque dans nos établissements? Ils ne le peuvent pas, ils sont cadenassés, ils ne peuvent pas s'exprimer. Donc à un moment, c'est compliqué, et je pense qu'il a bien dit, c'est compliqué quand vous allez dans un chemin où on vous dit, où on vous enlève cette capacité critique, cette capacité de réflexion, et d'arriver à un âge où on vous dit, youpi, vous pouvez y aller. Ça veut dire quoi? Que les jeunes sont en quelque sorte embrigadés, c'est ça?
Oui, c'est ça. On est enfermé pratiquement d'esprit. C'est normal lorsque on n'a que dans nos structures des candidats naturels. Que ce soit à la députation, la mairie, on n'en fait pas. Et à la présidence, il ne faut même pas dire. Et puis, les ministres, on est ici, les gens, quand on était déjà depuis au lycée, au collège, il y avait des gens qui étaient ministres, qui sont encore ministres. Mais leurs enfants sont grands, qui travaillent, qui ne peuvent même pas les remplacer. Ça, ils n'ont même pas pensé que eux-mêmes, leurs propres enfants, peuvent arriver à leur place. Donc, ils le font, ils forcent, ils sont là. Bon, on va les découvrir derrière les bureaux. Et c'est dommage parce que lorsque nous arriverons à accepter qu'une autre personne peut arriver à la tête du pays comme président, qui peut faire du bon boulot et que on peut nommer qui selon sa compétence, est ministre, directeur de société et autres, ça peut aller. Sinon, nous allons rester dans ce cancan quand, dès que vous sortez un peu la terre, on dit qu'est-ce que vous faites? Ah là, il ne faut pas dire, on vous convoque en famille et autres. C'est déjà, c'est pénible. C'est pénible, mais il faut qu'on s'en sorte. Je crois que nous avons l'occasion, cette fois-ci au moins, de briser cette chaîne. Moi, je terminerai en disant que le défi pour les pays africains, ça va être de sortir de la perception de la politique mafieuse. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est-à-dire, si tout à l'heure, il dit, des parents appellent à un moment leur enfant et disent non, je ne veux pas que tu t'en mêles, c'est parce que la politique est considérée comme quelque chose de mafieux. Or, le problème qui se pose, c'est que c'est au niveau de l'établissement politique que l'on décide de la destinée de la nation. Comment on va alimenter les hôpitaux, comment on va alimenter les écoles, les programmes scolaires, tout se décide là-bas. Donc, à un moment, il y a quelque chose de paradoxal entre relever des problèmes de société et de ne pas avoir la capacité de faire des propositions politiques pour les régler. D'accord. On change rapidement de sujet. On va évoquer le Cameroun. En tout cas, on va commencer par l'évoquer avant de partir à la pause. À moins de 2 mois de la présidentielle du 7 octobre au Cameroun, une candidature unique de l'opposition face au président Paul Biya, 85 ans, et qui brigue un 7e mandat consécutif semble improbable. De l'aveu même de certains des candidats, 8 candidats seront en lice à cette élection d'un tour face à Paul Biya. Francisco, c'est l'éternel problème qu'on pose. On a une élection à un tour et on multiplie les candidatures en espérant renverser un dinosaure. Oui, bon, la multiplicité des candidatures n'est pas pour moi un problème fondamental pour les élections, même à un tour. Même à un tour, on peut gagner le vétéran, le vétéran. Donc, il faut qu'on mette en place des conditions les meilleures d'aller aux élections transparentes. Et là, vous avez vu, depuis combien d'années? Depuis 36 ans, je crois, que Biya est au pouvoir. Et lui qui sont partis du Parti démocratique du Rassemblement du Cameroun. Donc ça veut dire que le nom démocratique même s'est infiltré dans le parti pour rien, parce que ça n'a rien de démocratie quand la tête, depuis combien d'élections, d'abord il était resté avant le vent de l'Est, et maintenant après il a passé déjà, je crois, et ça va faire sa 6e peut-être élection, et il est là, et puis donc c'est pas du tout normal. Mais s'il y a des conditions réunies de transparence, fichier électoral et les moyens à la disposition des candidats, qu'il n'y ait pas de trafic, qu'il n'y ait pas de bourrage d'urnes et autres qu'on connaît de l'Afrique, et battre un Biya, même moi-même étranger, peut-être si on me dépose le Cameroun, je ne sais pas si... Finalement, tout se joue dans la transparence, c'est ça? Bon, moi personnellement, je ne crois pas à la transparence quand on a la totalité des pouvoirs qui sont concentrés dans la main d'un seul individu et que cet individu n'ose même pas les déléguer. C'est-à-dire qu'il n'est plus à un statut de président, il est à un statut de monarque où en réalité, il n'y a aucun recours possible quand le président Biya décide de poser un acte
Donc, moi, personnellement, je partage pas. Je pense qu'il faut des élections à 2 tours, mais je partage effectivement le fait qu'il faut que les élections soient transparentes et bien établies. Mais c'est compliqué quand on a qu'on appelle un pouvoir qui s'est endurci avec le temps, au fur et à mesure des contestations, au fur et à mesure des oppositions, et qui maintenant est, comment dirais-je, est rodé dans la mécanique. Donc, sauf accident, je vois le président Biya passer aux prochaines élections. Et c'est malheureux pour la classe politique camerounaise parce que, et d'ailleurs, je trouve même cela un peu paradoxal, c'est que quand par exemple on regarde un certain nombre d'échanges au niveau des médias sur les chaînes camerounaises, on peut être vraiment frappé par le bagage, le bagou des intellectuels camerounais. Donc à un moment, je trouve que c'est une perte gigantesque parce que on voit qu'on a des personnes qui sont à même, voilà, qui ont du potentiel, qu'on est à même de pouvoir gérer ce pays merveilleusement, qui est hyper riche et que malheureusement on est rattrapé par le temps. On va marquer la pause et peut-être derrière la pause on pourra continuer d'évoquer le Cameroun.